parlons de l'actualité au Mali, particulièrement dans cette émission Regard panafricain, où le Premier ministre Abdoulaye Maïga a officiellement pris fonction le 21 novembre dernier. Il avait été nommé en tant que nouveau chef du gouvernement. Celui-ci a donc pris fonction. La passation de service entre le nouveau et l'ancien a été effective dans les locaux de la primature. On se souvient de ces paroles de Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre, qui rappelait à son successeur qu'il connaît déjà le fonctionnement de la machine et lui souhaitait bon courage. Mais avec notre invité, nous reviendrons sur cet aspect politique au Mali, mais particulièrement sur l'importance d'une telle décision pour le continent africain, sans omettre de parler de l'importance d'une telle décision pour la révolution, on va le dire, la transition sur le territoire malien. Voilà en quelques lignes de quoi nous parlerons dans cette émission. Je n'omettrai pas de mentionner notre deuxième arrêt qui, lui, va s'appesantir sur l'actualité au Niger, avec cet imbroglio qui est en train de naître entre l'Union européenne et le pouvoir en place au Niger. Nous en parlerons dans la deuxième partie de ce programme. Bienvenue à tous déjà, mais surtout bienvenue à notre consultant permanent dans ce programme Regard panafricain. Je vous reçois, André-Christelle Fanga. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir, Madame Madone Begoudé, d'être votre invitée et d'être consultant permanent, n'est-ce pas, à Regard panafricain, qui est devenue une émission extrêmement suivie de par le monde, parce que les différents intervenants apportent des analyses assez pointues pour la libération, pour la souveraineté, pour véritablement amener notre continent dans sa vraie destinée. C'est toujours un plaisir quand vous m'invitez dans vos studios pour venir discuter des questions extrêmement importantes pour l'Afrique et le reste du monde. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à For You Media Africa pour que nous puissions être vus et écoutés, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes que vous avez, bien sûr. Et bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous les Africains, bonsoir particulier aux promoteurs de cette chaîne. Merci d'être là, André-Christelle Fanga, une fois de plus. Bienvenue à vous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à travers nos différentes plateformes. Regard panafricain démarre tout de suite. Merci à tous de nous écouter sur For You Radio, de nous regarder sur nos plateformes internet For You Media Africa, Facebook et YouTube, et de suivre nos différents médias, bien sûr, partout dans le monde. Le vêtement, il est désormais sur lui. Il s'agit bien sûr d'Abdoulaye Maïga, auparavant ministre de l'administration territoriale au Mali. Il est désormais le Premier ministre de la transition. Il accompagne le gouvernement du président Assimi Goïta en tant que chef de gouvernement, une annonce qui a été faite le 21 novembre dernier où l'on apprenait la chute, la destitution de Choguel Kokala Maïga après des événements qui sont connus de tous. André-Christelle Fanga, on se souvient de Abdoulaye Maïga, le général aujourd'hui, lorsqu'il prenait la parole à la 77e AG de l'Organisation des Nations Unies. C'était dans un discours éclairé, franc et vif qu'il renouait les opinions africaines entre elles et permettait de s'intéresser davantage à la transition ayant cours au Mali ainsi qu'à la lutte pour la souveraineté sur le territoire africain, la lutte pour la libération durant pratiquement 19 minutes. Cela reste dans les mémoires aujourd'hui, André-Christelle, l'une des apparitions de ce Premier ministre à l'époque par intérim comme étant une figure importante de la transition. Cette nomination arrive-t-elle à point nommé pour cette figure? Arrive-t-elle avec une once de surprise ou c'était une évidence?
Ben, je crois que c'était une évidence au vu, n'est-ce pas, de l'actualité, n'est-ce pas, au vu du déroulement des événements au niveau du Mali. Je ne reviendrai plus sur les événements qui se sont déroulés et pour commenter encore non. Je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre actuel, n'est-ce pas, a le profil pour l'emploi. Le Premier ministre ayant déjà assuré cette fonction de manière intérimaire et surtout ayant pris la bonne graine parce que le docteur Choguel Kokala Maïga, vraiment, quand vous suivez le Maïga, le général Maïga, Premier ministre et l'ancien Premier ministre, c'est comme si c'était la copie crachée. C'est-à-dire dans les prises de parole. Parce que le premier, justement, à prendre des positions aussi tranchées, dures, n'est-ce pas, directes, c'était le docteur Choguel Kokala Maïga. Et qui a justement, peut-être c'est la coïncidence des Maïga, peut-être c'est ce qui fait la particularité, mais nous savons tous que le poste de Premier ministre est un poste extrêmement important et il faut quelqu'un qui maîtrise les rouages, n'est-ce pas, de l'administration, de la gestion et de beaucoup d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre actuel a le profil de l'emploi ayant déjà été ministre de l'administration territoriale, Premier ministre par intérim et donc ce n'est que normal qu'il puisse arriver à cette fonction-là de manière titulaire aujourd'hui. Et donc, il a le profil de l'emploi pour justement continuer, n'est-ce pas, là où les autres se sont arrêtés. Et il faut préciser que ce n'est pas seulement Choguel Kokala Maïga qui a été limogé. C'est tout le gouvernement qui a été remercié. On a reformé une nouvelle équipe, malgré qu'il y a les anciens de l'ancien gouvernement qui sont revenus, n'est-ce pas, à leur fonction et d'autres ont pris d'autres postes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le général Maïga a quelque chose de particulier, c'est que c'est aussi l'un des éminences grises, n'est-ce pas, de cette transition. C'est-à-dire maîtrisant bien les dossiers, n'est-ce pas, politiques, maîtrisant bien l'administration, maîtrisant bien la révolution elle-même, parce qu'il faut comprendre que pour que vous atteigniez les objectifs, il faut avoir la semence, n'est-ce pas, de la révolution. Et donc, tous ces éléments, vous pouvez être un bon technocrate, vous pouvez être un bon administratif, mais si vous n'avez pas les germes, n'est-ce pas, de la révolution, n'est-ce pas, de cette souveraineté recherchée, de cet engagement patriotique nationaliste, alors vous pouvez échouer lamentablement. Mais nous constatons que doublé de casquettes, n'est-ce pas, d'intellectuels, de militaires, aujourd'hui de gestionnaires, n'est-ce pas, de l'administration malienne, vraiment, il a le profil de l'emploi. Merci André Christelle Fanga pour cette première lecture. On rappelle que le Mali est en proie à plusieurs défis et pas que le Mali. On parle du bloc Mali, Burkina Faso et Niger en tant qu'alliance ou encore confédération de l'Alliance des États du Sahel, ce qui me permet de rebondir sur votre dernière prise de parole. Vous avez parlé d'échecs comme quoi le Mali n'a plus le droit d'échouer aujourd'hui. Remplacer aujourd'hui le gouvernement, comme cela a été mentionné tout à l'heure, André Christelle Fanga, est-ce une preuve, une façon de prouver, un aveu que le Mali n'a justement pas besoin d'échouer en ce moment, on ne devrait pas et ne peut pas échouer à travers une telle décision, mais aussi comment est-ce que le général Abdoulaye Maïga, que vous avez peut-être décrit comme ayant l'étoffe pour le poste, pourrait porter cette révolution encore plus haut, justement pour lui éviter cet échec qui est tant attendu, il faut le rappeler, par certains détracteurs de la révolution. Ben, Madame Begoudé, je pense que c'est une lecture qu'il faut faire. Il faut faire une lecture générale de la situation au Mali. Cette lecture générale nous permet de voir que tous les acteurs sont d'une importance capitale pour la réussite ou l'échec, n'est-ce pas, de cette transition ou bien de cette révolution. Parce qu'il faut toujours le souligner à chaque instant qu'on est dans une révolution. On n'est pas dans la gestion de l'État de manière normale. Parce que là, aujourd'hui, on est dans un combat. Et je pense que nous l'avons toujours dit et nous ne le dirons jamais assez,
les batailles que nous menons aujourd'hui, le panafricanisme mène aujourd'hui, c'est justement pour amener, n'est-ce pas, les États à obtenir leur souveraineté, obtenir leur liberté, obtenir, n'est-ce pas, les possibilités de commercer, échanger, n'est-ce pas, travailler avec les partenaires qu'ils désirent pour, n'est-ce pas, l'émergence ou bien pour le développement de nos États. Quand je prends de manière ramassée comme ça, c'est pour simplement dire que la responsabilité de l'échec ou de la réussite, n'est-ce pas, du Mali ne repose pas seulement sur un individu ou bien deux individus ou trois individus, mais repose sur presque tous les Maliens. Et en dehors de tous les Maliens, de toute l'alliance, n'est-ce pas, des États du Sahel. Oui. C'est-à-dire, ils ont décidé de faire ensemble, de marcher ensemble, et je pense que, comme nous le souhaitons tous, c'est qu'ils accélèrent le processus, n'est-ce pas, d'arriver à la fédération et non plus à la confédération, comme c'est décidé là. Parce que la fédération va encore davantage renforcer, ressouder, n'est-ce pas, les liens pour permettre, n'est-ce pas, d'agir de manière commune, de manière, n'est-ce pas, ensemble et plus efficacement. Ils sont déjà ensemble, ils ont déjà des projets ensemble, mais je pense qu'en allant plus vite avec la fédération, on aura plus de résultats probants et concrets. Donc, pour dire que aujourd'hui, le Premier ministre Maïga a justement le profit de l'emploi et peut justement accélérer, n'est-ce pas, le processus, n'est-ce pas, pour arriver aux différents objectifs fixés par la transition, fixés par le peuple. Parce qu'il faut toujours rappeler que le peuple est à la base de cette révolution. Le peuple est à la base, n'est-ce pas, de cette évolution de la situation au niveau du Mali. Et en fait, les peuples au niveau de la Confédération, de l'AES, sont, n'est-ce pas, les premiers, n'est-ce pas, défenseurs ou bien volontaires, n'est-ce pas, de cette révolution-là. Et comme presque tous les peuples africains aujourd'hui qui aspirent à un avenir meilleur. Et donc, quand je prends, n'est-ce pas, j'inclus le peuple dans cette bonne marche pour atteindre les objectifs, c'est pour justement rappeler, n'est-ce pas, aux autorités qui ont la charge de diriger, qu'ils ne peuvent pas diriger sans le peuple, sans la volonté du peuple. Parce que tout ce que nous voulons accomplir, c'est pour le bien-être du peuple. Parce que si le peuple, n'est-ce pas, se sent bien, alors nous serons, n'est-ce pas, nous serons fiers d'avoir accompli le devoir qui nous a été confié. Donc aujourd'hui, nous devons absolument soutenir et continuer à soutenir, n'est-ce pas, tous les éléments, n'est-ce pas, qui constituent la bonne marche du Mali, la bonne marche de l'AES, et donc Abdoulaye Maïga aujourd'hui la bienvenue pour justement conduire le train qui n'est pas entré en gare, mais qui a peut-être pris une petite pause, mais qui a redémarré et continue. Vous savez que nous sommes dans un pays ferroviaire où on connaît certaines gares ici, n'est-ce pas, malgré que la société qui gère ce rail-là est vraiment à désirer, laisse à désirer. D'accord, Monsieur Fonga. Alors, nous n'allons pas nous appesantir sur la personne du Premier ministre, mais parler beaucoup plus du Mali, qui doit quand même faire ses preuves aujourd'hui face à ce peuple que vous avez d'ailleurs convoqué tout à l'heure, avec plusieurs défis d'ailleurs très importants. Il y a aujourd'hui la sécurisation totale du territoire malien. Il y a aujourd'hui aussi cette création d'une monnaie commune au sein de la Confédération des États de l'AES. Il y a la facilité ou encore la favorisation des échanges qui pourraient permettre à ces différents pays de vivre non pas en autarcie mais en toute indépendance de ce qui concerne les importations des produits extérieurs et tout ce qui va avec. Il y a aussi le défi de la politique, à un moment où des partis politiques, des figures politiques aujourd'hui tentent de semer, de jeter le discrédit à ce pouvoir en critiquant ce qu'ils ont appelé la démocratie. Cette décision à la tête du Mali est-elle
finalement un avantage pour cette fameuse démocratie qui étant citée par ces partis politiques, mais aussi le Mali à l'état où il se trouve aujourd'hui. Est-il en même de remplir ces différents défis avec le gouvernement dont il jouit actuellement? Mais je pense que tout dépend de la volonté des hommes qui sont à la gestion de l'État. Le casting, il est là. Je pense que le casting est bien fait. Nous sommes dans la révolution. Il faut que je le rappelle davantage et toujours le rappeler. Nous sommes dans la révolution. Et certaines priorités sont souvent, n'est-ce pas, essentielles dans la révolution. Et l'idée, et d'ailleurs vous en avez cité déjà quelques-unes, n'est-ce pas, de ces projets qui doivent être, de ce carnet, de cet agenda qui doit être rempli d'ici peu. Et je pense que les hommes actuels ont la capacité justement de remplir le carnet de charges. Création d'une monnaie, sécurisation des biens et des personnes, travail d'équipe, arriver à la fédération. Bon, peut-être c'est nous qui pensons peut-être trop vite, mais nous savons tous que le véritable enjeu pour la vraie souveraineté de nos États, quand je parle de nos États, vous savez, le Mali et tous les autres qui sont sous la domination occidentale, qui sont sous la domination démocratique, comme vous aimez bien le mot démocratie. Moi? Ah oui, bien sûr. D'accord. Vous savez, les politiques aiment, certains journalistes aiment bien, n'est-ce pas, citer la démocratie occidentale. Okay. S'il y a une démocratie occidentale, bon, celle-là. Mais pour simplement dire que nous avons des défis qui nous concernent tous, et ces défis-là ne peuvent être jugulés que par les peuples et leurs dirigeants. Et donc, il faut davantage, n'est-ce pas, donner du carburant, donner de l'énergie, donner de la force, n'est-ce pas, à ces autorités-là, parce que tous les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Si vous vérifiez bien, vous allez retrouver que le dirigeant ne se comporte que selon que le peuple lui donne la latitude de se comporter. Au Cameroun, on parle des silences du président. Parce qu'on n'a jamais mis la pression au président de prendre la parole. Vous vous rappelez, en 2008, au Cameroun, il y a eu en février, ce qu'on avait appelé les émeutes de la faim. Quelques jours après, le président a pris la parole. Et c'est là où il a sorti le mot apprenti sorcier. Alors un peuple qui a un gouvernement silencieux, c'est un peuple qui lui-même cultive le silence. Cultive le silence. Donc, pour simplement dire que le peuple doit accompagner, n'est-ce pas, ses dirigeants, les dirigeants de l'AES actuels, et en particulier le Mali, n'est-ce pas, dont nous parlons ce soir par rapport à l'arrivée, n'est-ce pas, de Abdoulaye Maïga comme Premier ministre. Donc, nous savons tous que il y a des choses à faire, il y a des projets, il y a des engagements, et je pense qu'avec la bénédiction du peuple, ces dirigeants-là pourront arriver, n'est-ce pas, à accomplir ce dont vous avez parlé tout à l'heure, ces projets que vous avez cités, création d'une monnaie, libre-échange, etc., etc. Et sécurisation, sécurisation du pays. Et vous savez que c'est le chantier premier qui est de sécuriser. Et je vous l'ai toujours dit, Madame Madone Begoudé, sur vos antennes, un homme riche, la première des choses qu'il cherche, c'est sa sécurité. S'il construit une maison, il met une grosse barrière, c'est pour la sécurité. S'il met vous appelez ça quoi? Vous avez les caméras de surveillance, c'est pour la sécurité. S'il met les chiens, c'est pour la sécurité. S'il met les gardiens, c'est pour la sécurité. En fait, tous les instruments, n'est-ce pas, qui concourent à sa protection, il les met en place parce qu'il est riche. Et donc, il faut rappeler qu'un État comme le Mali est un État riche. Un État comme le Burkina Faso est un État riche. Un État comme celui du Niger est un État riche. Et donc, ce n'est que normal. Attendez, nous sommes des Africains et on dit souvent qu'on ne lance pas des cailloux sur un manguier qui n'a pas de mangue mûre, n'est-ce pas? C'est parce que justement, ces pays-là regorgent des ressources, n'est-ce pas, assez importantes que le terrorisme
le djihadisme, les attaques multiformes, n'est-ce pas, des globalistes voleurs, pilleurs de nos États ne veulent pas qu'il y ait la sécurité dans ces États-là. On peut aller plus loin en allant en RDC Congo. Vous voyez comment le pillage se passe là-bas. Le M23 qui continue à prospérer malgré la présence de la MONUSCO. Donc, vous voyez que malgré la présence de tous les grandes puissances, mais comme c'est eux qui sont les États pilleurs, alors ils ne peuvent pas sécuriser, ils ne peuvent pas aider pour la sécurisation. Donc, les objectifs de sécurisation d'un État sont d'une importance capitale et c'est ce qui se passe actuellement au Mali. Il faut absolument sécuriser le Mali. Dès que le Mali est sécurisé, je pense que le reste va suivre, la prospérité va suivre, parce que vous ne pouvez pas prospérer dans la guerre. Vous ne pouvez pas prospérer dans le djihadisme et le terrorisme. C'est pour ça que ces différents éléments, n'est-ce pas, de la colonisation, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des instruments de déstabilisation des États. Oui. On vous flanque le terrorisme, on vous flanque un Boko Haram à gauche, on vous flanque, n'est-ce pas, l'Azawad de l'autre côté, ou bien vous appelez les différents groupes djihadistes qui sévissent dans le Sahel, au Munjao, Armi et tout ça. Donc on vous flanque ça dans vos territoires et finalement le pays est ingouvernable, les pays sont ingouvernables. Et donc, ou bien au Cameroun, on vous flanque l'Ambazonie, vous voyez un peu, pour que ça crée le désordre que ça peut créer. Parce que vous savez que quand vous avez, par exemple, les soi-disant rébellions comme celle-là, ou bien des États fantômes, n'est-ce pas, créés comme ça de toutes pièces, alors, les impôts ne sont plus payés normalement, ça freine déjà l'État. Les ressources qui sont dans ces secteurs-là ne sont plus exploitées véritablement comme il le faut. Donc, vous voyez qu'il y a tout un système, tout un acharnement, tout un logiciel mis en place pour déstabiliser la plupart des États riches. J'insiste là-dessus, les États riches. Parce que nous sommes des États riches. Le Mali est plus riche que la France, 10 fois. Le Burkina Faso est plus riche que le Portugal, la Grèce et tous les autres États. Le Niger est plus riche que les États-Unis. Donc, vous voyez que, parce que si le Niger, qui est producteur d'uranium, peut-être, je crois, 3e ou 4e producteur d'uranium dans le monde, vous imaginez si normalement la France achetait l'uranium du Niger, à quelle position serait aujourd'hui le Niger? Est-ce qu'on manquerait des centrales nucléaires? Est-ce qu'on manquerait l'arme atomique? Est-ce qu'on manquerait, n'est-ce pas, des fabrications, que ce soit des ordinateurs de grande qualité? Est-ce qu'on manquerait ces industries-là? Est-ce qu'on manquerait d'électricité? Si ces centrales nucléaires-là, ou bien ces centrales, n'est-ce pas, tournaient, où on enrichissait l'uranium sur place dans nos territoires. Vous voyez que ça, on parle seulement de l'uranium, mais on ne veut pas parler de l'or, du pétrole et de tout le reste là. Vous voyez que nous sommes des États riches et dont la sécurité fait partie, n'est-ce pas, des objectifs de nos États. Merci André Christelle. Fanga, le Mali aujourd'hui jouit de plusieurs victoires comme la récupération de Kidal qui fait partie des dernières victoires enregistrées, la séparation d'avec les forces militaires françaises ou encore simplement européennes. Le Mali jouit effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de plusieurs points positifs qui principalement permettent, peut-être le direz-vous, de soutenir cette transition en cours. Maintenant, il y a certains aspects sur lesquels des analystes d'un autre genre, justement, tiennent à se positionner, tiennent à se poser pour apporter des critiques contre la transition en cours, contre le gouvernement en cours. Le Mali est-il aujourd'hui suffisamment puissant, on va le dire ainsi, peut-être pas, je ne veux pas dire mature, car nous avons ensemble constaté la maturité aussi bien du peuple que de la politique malienne et de l'AES, mais le Mali peut-il aujourd'hui faire face à ces différentes critiques qui touchent directement le plan politique en ce qui concerne l'avancement de la transition, par exemple, cet appel acharné des puissances étrangères qui ont été d'ailleurs jugées comme des ingérences par le Premier ministre actuel en ce qui concerne l'élection présidentielle ou le changement de régime à la tête du Mali. Madame Adone Begoudé, je voulais vous rappeler qu'il y a de cela quelques années, la France était sous domination allemande. Et quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, il a géré la transition pendant 14 ans.
Le général de Gaulle a été président de transition de la France pendant 14 ans. On peut aller avec plusieurs exemples où des transitions, n'est-ce pas, dans certains États ont duré longtemps parce qu'il fallait trouver des solutions pour mettre le pays, n'est-ce pas, sur les rails. Pour simplement dire que l'option d'une élection présidentielle n'est pas la bienvenue en révolution. Ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence. Okay. Et ce n'est même pas une option. Je pense qu'il faut qu'on redéfinisse chez nous en Afrique les modes de dévotion du pouvoir, d'attribution du pouvoir. Qu'on essaye de réfléchir, et je pense que c'est là l'objet de beaucoup de réflexions chez nous en Afrique, au lieu de rester calqué sur un modèle qui a lamentablement échoué, un modèle qui a lamentablement produit la pauvreté, qui a lamentablement produit le sous-développement, qui a longtemps produit, n'est-ce pas, des intellectuels, non des intellectuels, des hommes politiques de pacotille, n'est-ce pas, qui sont calqués, n'est-ce pas, selon le modèle occidental. Je voudrais vous rappeler que les États-Unis, pour qu'ils deviennent véritablement les États-Unis, il a fallu des hommes forts pour créer l'électrochoc, pour créer, n'est-ce pas, le développement, pour créer, n'est-ce pas, ce que les États-Unis sont aujourd'hui. Pour que la Fédération de Russie soit ce qu'elle est, il a fallu, n'est-ce pas, des hommes matures, durs, qui ont compris les enjeux qu'il faut fédérer, il faut travailler d'arrache-pied. Il faut même parfois mater même le peuple. Oui, utiliser le bâton et la carotte. Ouais. Utiliser, n'est-ce pas, une main de fer dans un gant de velours. Par moment, c'est important pour bâtir son pays. La Guinée équatoriale a fait comment? Ils ont bâti leur pays. La Libye, que M. Nicolas Sarkozy de Boxa et l'OTAN sont venus détruire, était un pays qui n'enviait pas des pays européens. La preuve en est, la plupart des migrants, n'est-ce pas, sur notre territoire africain, quand ils partaient, quand ils arrivaient en Libye, ils ne voulaient plus continuer, n'est-ce pas, leur marche vers l'Europe, parce qu'ils trouvaient tout ce qu'il fallait au niveau de la Libye. Donc, et la Libye était dirigée par qui? Par un militaire. Était dirigée par Muammar Kadhafi, le guide libyen. Il s'est donné, n'est-ce pas, le nom de guide libyen. Et donc, il n'y avait pas d'élection là-bas. C'était le guide de la Jamaria. Donc, vous voyez que aujourd'hui, les pseudo-politiciens, des pseudo-ONG, n'est-ce pas, ces gens qui mettent la pression sur le Mali pour l'organisation des élections, n'ont rien compris dans la marche des révolutions ou bien de la construction d'un État. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement travailler d'abord pour obtenir la souveraineté de l'État malien. Il faut travailler pour avoir sa monnaie. Il faut travailler pour avoir son histoire. Et là, je fais un coucou au Niger. Vous savez que le général Abdourahmane Tchiani a demandé qu'on réécrive l'histoire du Niger. Parce que vous ne pouvez pas aller loin sans connaître votre histoire. On nous a raconté les histoires de qui? De Gaulle, Molière, Montesquieu, de tous ces gens, de la Grèce antique, de Rome, de ceci et de cela. En fait, on nous a appris à chanter les louanges et la gloire, n'est-ce pas, des héros étrangers. Sans savoir que dans nos territoires, il y a des héros. Il y a des gens qui ont bataillé, qui ont travaillé pour construire ces nations-là. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, parler, n'est-ce pas, de démocratie, parler d'élection présidentielle, parler de fin de la transition, c'est quand même, il faut qu'on définisse véritablement qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons arriver. Est-ce que c'est la révolution ou c'est juste un changement de personnel? Parce qu'on peut changer simplement de personnel. Le changement personnel se passe, et vous savez, quand il y a changement de personnel, ça veut dire qu'il y a un patron.
Et le changement de personnel, c'est le patron qui engage, n'est-ce pas, justement, le changement de personnel. C'est-à-dire, c'est les colonisateurs, n'est-ce pas, ces néocolons qui vont décider de qui est vainqueur de l'élection, la soi-disant élection présidentielle, parce qu'ils mettent tout en œuvre. La preuve en est, la plupart, c'est eux qui financent les élections. C'est eux qui certifient les élections. C'est eux qui donnent, n'est-ce pas, qui envoient les observateurs. C'est eux qui crédibilisent l'élection d'un tel ou d'un tel. Nous avons vu l'exemple en Côte d'Ivoire entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Oui. Donc, vous voyez que parce que l'Union européenne ou bien les Occidentaux, les colonisateurs avaient la main mise dans l'organisation de ces élections-là. Donc, vous voyez que c'est un grand piège pour nous d'aller souvent à des élections quand le peuple n'est pas préparé pour choisir véritablement le bon candidat. Parce que parfois, l'Occident fait simplement, on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Mais tous servent le même maître. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons savoir où se trouvent nos intérêts. L'enjeu du Mali, c'est lequel? Nous les avons déjà un peu cités. Il y en a de nombreux enjeux, oui. Mais je pense qu'au-delà de l'enjeu du Mali, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Parce que l'Afrique, surtout soi-disant l'Afrique francophone, vous savez que c'est une aberration pour moi d'appeler une partie de l'Afrique Afrique francophone. Oui. Donc, nous sommes encore dans cette situation-là. Donc, le combat du Mali aujourd'hui, c'est notre combat. C'est le combat du Cameroun, c'est le combat du Centrafrique, c'est le combat du Gabon, c'est le combat, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, en fait, de tous ces pays-là qui s'expriment dans la langue maudite française. Merci André-Christelle Fanga sur cette question. Les deux sujets étant intimement liés, en tout cas, on aura forcément l'occasion de revenir sur le cas malien particulièrement. Parlons avec le temps qui nous reste, n'est-ce pas, de notre deuxième thématique qui, elle, est relative à l'aide humanitaire de l'Union européenne sur le territoire nigérien qui a été dispatchée comme à l'accoutumée. Eh bien, celle-ci elle est répartie en général aux organisations non gouvernementales sur le territoire qui agissent sur le terrain et qui disent venir en aide à ceux qui sont en proie à l'insécurité, en proie au chômage, en proie par exemple à la vie à la belle étoile à cause de l'insécurité qui a été créée par le terrorisme ou encore les catastrophes naturelles simplement. Depuis le week-end dernier, on observe une passe d'armes entre l'Union européenne et le Niger. L'Union européenne a d'ailleurs décidé de rappeler son ambassadeur le week-end dernier et le Niger, lui aussi, a décidé de réagir et juge d'ailleurs unilatérale cette décision prise par l'organisme européen. Aujourd'hui, André-Christelle Fanga, lorsque vous observez les relations qui existent entre l'UE et le Niger, avec ces aides qui sont promises par-ci par-là, cette présence qui finalement est demandée par l'Union européenne sur le territoire nigérien, pensez-vous qu'il vaille la peine de chercher à reconstruire cette relation aujourd'hui entre les deux blocs? Je ne pense pas que l'Union européenne soit venue au Niger pour aider les populations. Mais l'Union européenne est venue dans l'option et la logique de continuer à déstabiliser le Niger de l'intérieur. Okay. Et donc, il ne peut pas avoir l'accalmie pour des hommes intelligents, pour des hommes sages, pour des hommes qui ont compris le game. Parce que pour que le terrorisme, le djihadisme continue à prospérer, l'insécurité continue à prospérer, c'est au travers des organisations non gouvernementales que la plupart des barons de la mafia européenne passent pour justement alimenter, n'est-ce pas, pour ces différentes organisations, que ça soit terroriste, que ça soit djihadiste, etc. etc. C'est sur des financements comme ceux-là qu'on envoie des ONG, Amnesty International, ils sont nombreux là, ces ONG-là, pour justement régler soi-disant les problèmes, n'est-ce pas,
des populations. Oui. Mais le Niger a posé un problème aussi simple. Faites-nous le bilan de comment vous avez géré cette soi-disant aide envoyée pour le Niger et pour les Nigériens, pour les populations. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que de l'argent arrive dans un territoire qui est sous la direction de la transition et que l'argent se distribue comme ça, se volatilise comme des bouts de papier, alors que le Niger a plein de problèmes. Vous savez que les dernières, c'est les catastrophes, les inondations qui ont causé tant de problèmes. Et donc, c'est sur cette base-là que l'Union européenne a décidé de débloquer, n'est-ce pas, une certaine somme d'argent pour aider les populations. Maintenant que les autorités de transition constatent que ces fonds n'ont pas atteint leur cible, ce n'est que normal qu'ils demandent des comptes par rapport à la gestion, parce que vous ne pouvez pas bouffer l'argent sur notre dos. C'est ce que le Niger essaye de dire. Et vous ne pouvez pas continuer à alimenter des poches de terrorisme, de djihadisme, ou bien des ONG politiques, ou bien des partis politiques, ou bien des leaders politiques qui vont sortir un de ces 4 matins parce qu'ils ont de l'argent, n'est-ce pas, venu de l'Union européenne, commencer à faire des bruits, ou bien commencer à acheter les consciences, ou bien commencer à manipuler, n'est-ce pas, certaines personnes au niveau du Niger. Donc, vous comprenez que cette situation est tellement importante pour nous parce que il faut démanteler justement ce réseau de financement occulte qui vient par, soi-disant, par voie légale, par voie de l'aide humanitaire, par voie, n'est-ce pas, de financement, par voie, n'est-ce pas, d'appui budgétaire, par voie de, je ne sais pas quoi, contrat C2D, contrat, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi? Il y a beaucoup de formules qu'ils utilisent. Financement de la bonne gouvernance, financement des élections locales, aide publique au développement, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Et je pense que c'est le piège là que le Centrafrique est tombé dedans. Avec le financement des élections locales. Vous savez que c'est la France qui va financer les élections locales, avec l'appui, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds. Et vous savez que qui rationne passe la commande. André-Christelle Fanga, il n'y a pas que la France qui s'est portée volontaire pour financer les élections ou encore l'appui à la gouvernance en République centrafricaine. Nous avons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne. Voilà. Donc, le Centrafrique a l'embarras du choix. Ils font partie du clan. Donc, quand je le dis, c'est pour que... C'était juste pour vous démontrer, vous voyez un peu, ce pourquoi le Niger a raison de demander des comptes. Parce que, quand il vous apporte ces financements, ce n'est pas pour votre bien-être. Imaginez-vous ces grands financements en grande pompe, annoncés par le FMI, annoncés par la Banque mondiale, annoncés par toutes ces grandes puissances-là et tout, et tout, et tout. Et que ça n'a pas un impact positif dans nos États, ça veut dire que l'argent là va ailleurs. Avait autant de financement, l'aide au développement, avait tant de choses. Le Niger, dans sa réaction, tente forcément, vous l'attesterez peut-être, André-Christelle Fanga, de démontrer qu'il est un État souverain et qu'il devrait avoir le contrôle parfait sur les différentes transactions et autres tractations qui ont lieu sur son territoire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi du sable mouvant, finalement, d'accepter des aides humanitaires qui ont été annoncées par l'Union européenne? On rappelle qu'à l'accoutumée, c'est à la faveur d'accords signés entre l'État et l'Union européenne qu'on rentre en possession de ces différents dons, mais ce n'est pas en forme d'enveloppe dispatchée au peuple. L'Union européenne s'est souvent défendue en rappelant que cette
cette enveloppe, justement, est repartie à travers plusieurs organisations non gouvernementales qui ont pour but de travailler dans l'appui en termes d'aide humanitaire. Cela se passe à Gaza ou encore au Liban et dans d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas du sable mouvant, finalement, du fait que le Niger ait décidé d'ouvrir la porte à l'Union européenne qui s'est portée garante pour apporter cette aide à la base? Madame, j'ai déjà répondu en disant à quoi sert l'aide, n'est-ce pas, d'un côté. Je voulais renchérir en vous disant que c'est une forme de détournement des fonds en Europe. Okay. Une forme de blanchiment de capitaux en Europe. La soi-disant aide au développement. Parce que c'est les grands patrons de la mafia qui sont les principaux financiers de cette Union européenne, de ces soi-disant organisations. Vous savez, il y a un très grand patron criminel qu'on appelle M. George Soros, qui est le patron de presque de toutes les grandes ONG, qui est le principal financier des plus grandes ONG. Et quand George Soros décide de vous faire sauter du pouvoir, il actionne simplement quelques ONG et c'est terminé pour vous. Quand l'Union européenne décide d'apporter de l'argent, parce qu'il faut le préciser, le Niger n'était pas demandeur. Le Niger n'était pas demandeur. C'est l'Union européenne, dans sa malhonnêteté connue, qui présente, n'est-ce pas, un plan d'aide au Niger face aux catastrophes qui venaient de se produire. Oui. Comme dans la plupart des États. C'est eux qui proposent de l'aide pour prouver au reste du monde, parce que ce n'est pas une affaire, c'est pour prouver leur humanisme, qu'ils sont humains et compatissent. Oui. L'Union européenne, c'est-à-dire, comme nous avons la Confédération maintenant de l'AES, c'est l'association des États européens. Oui. Donc, c'est eux qui cotisent, n'est-ce pas, dans cette Union européenne, et donc il y a des volets pour apporter, n'est-ce pas, de l'aide à certains États de manière parfois volontaire, sans une lettre ou bien un contrat écrit par l'État peut-être qui est en difficulté. Oui. Donc, le Niger aujourd'hui, normal, a une catastrophe naturelle. Et maintenant, l'Union européenne se propose d'apporter des financements. Si c'était à l'époque de Bazoum, oui, ça passerait comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste, comme de l'eau dans un tuyau, malgré que dans nos tuyaux maintenant il n'y a plus d'eau. Ça passerait, n'est-ce pas, comme de l'électricité des néos pour atteindre nos maisons, malgré qu'il n'y a plus d'électricité. Ça passerait aussi simplement. Mais comme c'est un pouvoir de transition révolutionnaire, ça produit les résultats que ça produit aujourd'hui. Parce que si vous voulez apporter de l'aide aux populations, c'est quand même les populations d'un pays. Oui. Et ce pays-là est dirigé. Et donc, ça rejoint votre question en disant, est-ce que le Niger veut affirmer sa souveraineté? Oui, le Niger est dans la logique, et je suis très d'accord avec ça, dans la logique d'assumer, d'assurer, n'est-ce pas, davantage de promouvoir sa souveraineté sur toute chose qui concerne le Niger et les populations nigériennes. Mais je vous entends parfaitement, André Christelle Fanga, c'est pourquoi j'ai parlé de sable mouvant pour le Niger. On se souvient, je prends un tout petit exemple, on se souvient en ce début d'année 2024, le Maroc avait fait face à plusieurs catastrophes naturelles et à cette période-là était malheureusement en froid avec la France par exemple et d'autres pays européens.
parmi les aides de bonne volonté ou encore les âmes de bonne volonté, il y avait la France qui s'était proposée pour aider le Maroc. Eh bien, la réponse du Maroc a été non, nous n'avons pas besoin de votre aide, nous préférons croupir dans cette difficulté que d'accepter de l'aide d'un pays traître finalement. Alors, est-ce que ce n'est pas un sable mouvant pour le Niger d'accepter à une période aussi cruciale pour les pays de l'AES de l'aide venant de l'Union européenne? Est-ce qu'on a demandé son avis? Il n'y a pas que l'Union européenne d'ailleurs qui s'était proposée, les États-Unis aussi. Madame Adone Begoudé, est-ce qu'on a demandé d'abord l'avis du Niger avant de décider d'apporter, n'est-ce pas, cet argent? Je vous ai dit que cet argent sert à... C'est un couteau à double tranchant. À double tranchant, pourquoi? Parce qu'elle sert d'abord de financer des ONG, soi-disant, ces ONG qui créent les déstabilisations dans nos États, qui financent le terrorisme, qui sont en contact avec les terroristes, les rebelles, les hommes politiques véreux. Et maintenant, ça sert aussi à une deuxième chose, n'est-ce pas, au blanchiment d'argent du côté européen, parce que c'est à partir de là, parce que ça, on recycle, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, venu des barons de la drogue, des ventes d'armes illicites et tout le reste, de ces trafics illicites, n'est-ce pas, qui minent, n'est-ce pas, nos sociétés. Et donc, le Niger, dans sa posture, n'était pas demandeur. C'est l'Union européenne qui s'est proposée, comme la plupart des temps, n'est-ce pas, dans nos pays, c'est les organisations, n'est-ce pas, c'est ces organisations-là qui proposent, qui viennent. Parce que parfois, nos dirigeants sont attentistes, sont parfois coupés de la réalité des peuples. Alors, on apporte des soi-disant financements pour résoudre certains problèmes, n'est-ce pas, dans nos pays. Sachant que, la plupart de ceux qui vont gérer cet argent vont le détourner, les projets ne seront pas réalisés. Oui. Vous pouvez regarder le contrat C2D dans la ville de Douala que nous connaissons tous. Regardez les réalisations du contrat C2D. Le dernier, le plus grand investissement, n'est-ce pas, de la France, de l'AFD, l'Agence française de développement, c'est de mettre un pont sur un pont. À Douala, il y a un pont sur un pont, non? Et un pont qui se noie. Ça, c'est l'AFD. C'est le financement de l'Union européenne. C'est le contrat C2D. Contrat désendettement, développement. Voilà ça. Regardez les rigolettes qu'ils nous ont fait. Les rigolettes. Est-ce que ça empêche qu'il y ait des inondations dans les villes comme Douala? Alors que on a financé, n'est-ce pas, des rigoles, on a financé, n'est-ce pas, le drainage, n'est-ce pas, de certains fleuves que nous avons, le Kondi, je crois, ils sont nombreux, ces fleuves-là que nous avons au pays. Pour simplement vous dire que, madame, parfois ce n'est pas les États qui sont demandeurs. C'est l'Union européenne lui-même qui vient avec des propositions et vous dit, voici, parce que c'est pour ça qu'ils ont des ambassadeurs dans nos États. Ambassadeurs de l'Union européenne, quand nous avons déjà les ambassadeurs de France, ambassadeurs d'Allemagne, ambassadeurs de ceci, ambassadeurs de tous ces pays de l'Union européenne sont parfois dans nos territoires, mais en plus de ça, on a encore un ambassadeur de l'Union européenne sur notre territoire. Et donc, c'est lui, justement, qui analyse la situation et fait des propositions, n'est-ce pas, pour que les financements puissent venir. Et là, maintenant, il vous dit, OK, j'ai géré, n'est-ce pas, on a cité, je crois, dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, on a cité les ONG qui étaient bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces financements-là, qui doivent justement justifier comment ils ont utilisé cet argent, parce qu'on ne voit aucun impact sur le terrain. Et le Niger recherche justement la vérité pour être sûr ou alors pour mettre dos au mur ceux qui agissent dans l'ombre contre l'intégrité du territoire. Vous avez tout compris, madame. Et je crois que nos téléspectateurs, auditeurs et Facebookers, YouTubeurs ont bien compris que la vérité, n'est-ce pas, doit être reçue de tout le monde. Tout le monde doit connaître la vérité. Tout le monde doit savoir que l'Union européenne, dans sa soi-disant manière, on vous appelle magnanimité, dans son très grand souci, dans son humanisme poussé et profond, dans son amour des peuples africains, à apporter de l'aide, n'est-ce pas, à un pays comme le Niger. Mais la vérité, c'est que cette aide-là n'a aucun impact sur le terrain, parce que ça a pris d'autres voies, d'autres chemins qui
qu'il ne fallait pas. Et c'est pour ça que le Niger dit, ok, peuples africains, on va lever un gros lièvre aujourd'hui. Et ce gros lièvre-là, c'est justement les financements de l'Union européenne qui n'apportent jamais aucun impact. Comment est-ce possible, dans un continent, n'est-ce pas, où les aides au développement, les financements des projets, les apports, les appuis, les contrats, les ceci et les cela, et tout ce genre de financement, que ce soit FMI, Banque mondiale et tout ça, n'ont jamais trouvé des solutions concrètes pour nos États. Comment? D'ailleurs, la digue qui lâche, qui crée, n'est-ce pas, le naufrage et qui détruit les maisons, les habitations, les villes et les villages, n'est-ce pas, au Niger, c'est une société française qui l'a construite. Sur financement, n'est-ce pas, de la France. À l'époque. Ça veut dire que même certains ouvrages, n'est-ce pas, réalisés dans nos États par ce soi-disant aide au développement, appui budgétaire et ceci, cela, nous devons justement nous devons justement avoir des ingénieurs capables, n'est-ce pas, de détecter que ça a été mal construit, ça a été bien construit, ceci, parce que, en fait, parfois ils apportent de gros financements et vous réalisez des trucs, vous vous contentez de cela, et le gros du budget est détourné, envoyé ailleurs, reparti, comme je le disais tout à l'heure, c'est recyclé, et l'argent retourne en Europe, au travers, ou bien finance quelques entreprises, et ces entreprises-là, soi-disant, au Cameroun, au Gabon, au Niger, un peu de partout, n'est-ce pas, renvoient les fonds, n'est-ce pas, dans leur banque là-bas, parce que, soi-disant que c'est les bénéfices qu'ils ont fait dans leurs activités. Nous savons tous que, ok, ils sont financés parfois de manière indirecte, par ces financements venus de l'Union européenne. Et donc, c'est cet argent qui retourne par voie détournée. Vous pensez que cet audit demandé par le gouvernement nigérien viendra créer une nouvelle cassure, une nouvelle fissure entre l'Union européenne et le pays dont nous parlons? Ben, écoutez, je pense que si l'Union européenne, qui est une association de malhonnêtes, une association qui ne veut pas le bien de l'Afrique, va trouver des voies et moyens pour essayer de se justifier. Et je pense qu'ils ont même déjà commencé à se justifier. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour le Niger, c'était de démontrer que tous les jours, ils nous disent qu'ils nous ont apporté de l'aide. Oh, ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Ça n'a aucun impact sur le terrain, sur la vie des populations. Et donc, nous devons... Une raison. Il faut vérifier à chaque fois qu'ils décident, n'est-ce pas, de venir chez nous apporter de l'aide sur certaines choses, que ce soit les catastrophes, que ce soit les appuis budgétaires, que ce soit les ceci. Il faut avoir un regard sur cela. Et je pense qu'aujourd'hui, comment vous vous rappelez, il y a eu un scandale au Cameroun du FMI où on disait que l'argent, l'appui budgétaire du FMI a été détourné. Les inspecteurs du FMI sont descendus au Cameroun, ils ont fait des trucs et le rapport est sorti, vraiment l'argent du Cameroun était très bien géré. L'appui budgétaire au Cameroun était très bien géré. Vous savez qu'il y a eu des enquêtes pour le Covid, financement du Covid. Au Cameroun, on sait qu'il y a un scandale, un Covid Gate, n'est-ce pas? Mais les experts venus on dit que vraiment le Cameroun fait partie des meilleurs gestionnaires du Covid. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des milliardaires Covid. Des milliardaires Covid. C'est-à-dire l'argent du Covid les a rendus milliardaires. Mais on dit quand même que c'est la gestion la plus parfaite qui existait. Alors que nous savons qu'au Cameroun, il y a du Covid. Donc, pour simplement vous dire que regardez, le Niger
tire seulement une sonnette d'alarme, n'est-ce pas, pour que nous, les Africains, nous ouvrons les yeux sur certaines choses qui se passent sous nos yeux. Des choses que l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI et toutes ces institutions, n'est-ce pas, que ce soit de Bretton Woods et autres, n'est-ce pas, viennent dans nos territoires. On ne parle pas des scandales de MONUSCO, MINUSMA, MINUSCA et tout le reste que nous connaissons, tous qui sont là sur nos territoires depuis des centaines d'années, qui n'ont jamais produit de résultats, mais qui sont là quand même pour... MONUSCO, c'est quoi? Maintien... C'est pour la stabilisation et la paix dans la République démocratique du Congo. MINUSCA, même chose, non? Effectivement. MINUSMA, c'était aussi la même chose. Oui. Pour la paix. Est-ce qu'il y a alors eu la paix dans ces différents territoires malgré leur présence de longues années? Donc vous comprenez que ce soit l'aide au développement, que ce soit tous les financements, Union européenne, Banque mondiale, Organisation des Nations Unies, machin et tout, n'ont jamais apporté de solution aux problèmes africains. C'est plutôt pour en créer d'autres. Merci André Christelle Fanga pour cette analyse apportée dans le cadre de ce programme. Un audit au Niger pour contrôler l'aide humanitaire qui a été apportée par l'Union européenne sur le territoire nigérien. Mais André Christelle Fanga, une façon aussi peut-être pour le gouvernement nigérien de dénoncer l'ingérence et ce que vous appelez souvent l'infantilisation des États africains, car on comprend à travers la communication nigérienne qu'aucune tractation n'a été faite sous les yeux du ministère des Affaires étrangères, par exemple, qui est pourtant en charge des différents accords et autres échanges entre les parties extérieures au pays et celles internes au pays. C'est pourquoi au début, j'ai parlé de sable mouvant, car le Niger n'a peut-être pas été demandeur, mais à l'appel de l'Union européenne, le Niger s'est montré favorable. Aujourd'hui, se retrouve peut-être aussi dos au mur, peut-être pas, oui, dos au mur, puisqu'on parle de financement autre que l'aide humanitaire, à cause de sa volonté de recevoir ce qui a été proposé par l'extérieur. Je pense que madame... On peut encore dire non dans nos pays? On peut réellement dire non? On peut dire non. On a vu le Mali, par exemple, qui aussi a accepté de l'aide venant de l'Union européenne, même s'il s'agissait là d'un accord pendant et qui, malheureusement, devrait se poursuivre. Mais le Mali avait aussi la possibilité. Oui. C'est notre argent. OK. On ne doit pas refuser notre argent. C'est le chemin retour de notre argent. D'accord. Et comme c'est le chemin de retour de notre argent, on doit avoir le contrôle sur ça. Donc, plus jamais accepter de financement sans contrôle de l'État. Donc, désormais, il faut accepter les aides humanitaires, mais avoir un droit de regard. Pas un droit de regard, avoir le contrôle. Avoir le contrôle. Alors, on pourrait dire la même chose pour la République centrafricaine. Mais bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que véritablement les gens se... C'est notre argent. Hein. L'Europe s'est construite avec notre argent. La France, c'est un pays sans su. L'Allemagne, même chose. D'ailleurs, ils ont construit tous ces États-là grâce aux ressources africaines. Et ils continuent même à se construire, à se bonifier, n'est-ce pas, grâce, n'est-ce pas, aux ressources africaines. Et donc, quand une situation comme celle-là arrive et qu'ils veulent nous apporter la soi-disant aide, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut que l'État prenne totalement, les États souverains, des États comme ceux du Mali, ceux du Burkina Faso, du Niger aujourd'hui, qui ont à leur tête, n'est-ce pas, des révolutionnaires. Parce qu'à partir de là, nous pouvons redistribuer cette aide-là à bon escient. Nous pouvons financer des projets. Mais je me suis toujours posé cette question, Madame Begoudé. Oui. Expliquez-moi. L'Afrique a un problème d'électrification, d'électricité. Oui. Mais l'Afrique a un potentiel hydraulique de
Mais je dis incroyable. Là, je vous parle du projet INGA en RDC, qui peut faire, où on doit faire un barrage qui doit alimenter toute l'Afrique en énergie et revendre une autre partie en Europe. Mais pourquoi l'Union européenne ne finance pas ce projet? Pourquoi la Banque mondiale ne finance pas ce projet? Pourquoi le FMI ne finance pas ce projet? Pourquoi toutes ces institutions humanistes, humanitaires, très amoureux des Africains, des peuples noirs, des peuples pauvres, soi-disant, d'Afrique, ne financent pas des projets qui peuvent permettre à l'Afrique de sortir du sous-développement? Mais ils profitent pour financer les élections. Ils financent des choses bizarres. Le 3e pont de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils financent des routes biodégradables. Ils financent des choses que on sait que, on va financer le 3e pont, on va mettre un péage, vous payez 3 000. L'argent retourne. En fait, on vole les Ivoiriens. Vous voyez un peu? Même chose au Cameroun, même chose un peu de partout. On sait qu'on soi-disant des financements, alors qu'en réalité, on met des conditions pour que cet argent retourne. Et c'est toujours les entreprises de l'Union européenne qui réalisent le projet ou bien qui gagnent ces marchés. En fait, ils sont dans la même logique, que ce soit les États-Unis, pompiers, pyromanes. C'est-à-dire, ils mettent le feu et qu'au maintenant, sapeurs-pompiers pour venir éteindre. Pour essayer de dire quoi? Pour essayer de dire que tout ce que l'Europe, l'Occident, l'impérialisme fait sur nos territoires, ce n'est pas pour notre bien, c'est pour leurs propres intérêts. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience, et nos dirigeants surtout, les dirigeants patriotes, les dirigeants souverainistes, qui sont en train de prendre la tête de nos États. C'est à eux maintenant de contrôler, n'est-ce pas, tout financement qui arrive sur nos territoires en disant, messieurs, ce financement-ci n'est pas bon pour nous. D'ailleurs, même l'Union européenne a voulu financer certaines, au Cameroun, associations de défense des homosexuels. Nous, on a quoi y voir avec l'homosexualité? C'était intitulé comme ça? Mais bien sûr. C'était le truc d'une certaine avocate là au Cameroun, que je ne veux pas prononcer son nom. Effectivement. C'était des financements de l'Union européenne pour aider ces associations-là de défense des homosexuels. Vous voyez le genre de financement que l'Union européenne veut nous amener? Et étant donné que ce sont des prêts la plupart du temps, c'est pourquoi le Niger tient à affirmer sa souveraineté en ayant le contrôle sur l'argent. En dehors que ce soit des prêts, madame. Parce qu'ils ont des libellés, n'est-ce pas? Quand c'est l'aide humanitaire, il faut que l'État qui reçoit cette aide-là dise à tout le monde que l'Union européenne a dit que c'est l'aide et non un prêt. Parce que quand c'est prêt, c'est prêt. Quand c'est l'aide, c'est l'aide. Mais comme ils ont des manières, parce que ils font des gentleman agreement, c'est-à-dire ami-ami. On s'entend, madame, on s'entend pour que quand l'argent, il y aura l'argent, on fait 50-50 ou bien... Non, pas 50-50, quand même. C'est moi le grand Manitou, le bandit en chef. C'est-à-dire, je prends 70% des financements et on vous donne 30%. Et vous réalisez le projet ou bien les soi-disant projets avec 10% et les 20%, c'est pour vous. Vous partagez, n'est-ce pas? Les comités, les différents comités, parce que comité d'évaluation, comité de descente du terrain, comité de visite, comité de ceci, tous ces comités-là sont payants. Et vous avez 30-50 personnes qui ont les frais de mission par rapport à la mise en place de ces comités-là. Donc, vous voyez comment l'argent est détourné pour, n'est-ce pas, pour le bon plaisir de l'Union européenne et de ces barons de cette mafia-là, sans que les pays bénéficiaires de cette aide-là ne soient véritablement impactés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Niger vient de révéler à la face du monde
la supercherie, n'est-ce pas, la duperie de cette soi-disant Union européenne. Merci André Christelle Fanga, et ce sont ces paroles que nous retenons. Le Niger a mis aux yeux de tous la duperie de l'Union européenne, a donc arraché le voile sur cette duperie des aides humanitaires et autres organisations non gouvernementales sur le territoire africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci à vous pour vos analyses apportées dans le cadre de ce programme Regard panafricain. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux moments à partager. Merci également à Kelly qui était à la réalisation et à la mise en onde de ce programme et derrière les caméras. À vous qui nous avez regardés et écoutés sur nos différents médias, nous vous disons également merci et nous vous appelons encore à plus de fidélité à nos différents programmes. Merci de rester avec nous. Au revoir Niamey.